Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, nouvelle analyse, et donc pour parler du match d'hier soir, le Paris Saint-Germain s'incline au Parc des Princes 2-1 contre un Manchester City transformé en seconde période, et du coup l'analyse de cette rencontre elle est assez facile à segmenter, elle s'oriente principalement autour des deux parties de ce match, des deux mi-temps. Alors peut-être qu'on peut trouver quelques indices sur la lecture de ce match, on peut en trouver quelques indices dans la conférence de presse d'avant-rencontre de Pep Guardiola. Je l'ai suivi en intégralité sur une chaîne YouTube que je vous mettrai en description. C'était pas en direct, mais juste avant le match, voilà, une heure avant. Ça peut être quelque chose d'assez sympa à faire, peut-être pour ceux qui sont lassés par les émissions d'avant-match. Écoutez la conférence de presse, on y trouve généralement des motifs intéressants et des choses qui vont nous servir ensuite pour décrypter la rencontre. En l'occurrence, Pep Guardiola avait parlé de sa volonté, vraiment très forte, vraiment à plusieurs reprises, sa volonté de voir son équipe jouer son jeu. Il a dit qu'il savait d'expérience que dans les tours avancés de cette compétition, dans les dernières étapes de cette compétition, le plus proche tu es de toi-même, de ton identité, le plus proche tu seras de la victoire. Il exprimait aussi le fait que pour trouver de l'équilibre contre ce Paris Saint-Germain qui peut profiter de tes moments de déséquilibre, le seul moyen de véritablement trouver de l'équilibre, c'était en ayant la possession du ballon, donc pour Manchester City, en étant assez fidèle à ses principes. C'était un moment super intéressant, assez instructif à plusieurs égards. Déjà, c'était l'occasion de revenir sur des préceptes de Guardiola assez phares, la possession au centre de sa philosophie, ok. Et ensuite, il y avait le point intéressant, il savait d'expérience que dans ces tours avancés de la compétition, il fallait être proche de son identité, on a envie de dire, et il le sait d'expérience, autant pour ses expériences positives que pour ses expériences négatives, que pour les moments où il a voulu peut-être trop calibrer son plan de jeu en fonction de l'adversaire et que ça n'a pas fonctionné. Donc en l'occurrence, on pouvait s'attendre à un Manchester City assez peu réactif et assez peu adapté à l'adversaire, mais un Manchester City qui est fidèle à ses convictions et qui impose son plan de jeu à Paris, quelque chose d'assez différent de ce qu'on a vu sur les dernières saisons. C'est ce à quoi je m'attendais du coup à la suite de cette conférence de presse, mais force est de constater que ça n'a pas été le cas et ça a permis au PSG de profiter d'un Manchester City qui n'osait pas trop se livrer avec ballon déjà. Alors on a effectivement les 5 couloirs de jeu chers à Guardiola qui sont occupés, Cancelo couloir gauche, De Bruyne half space gauche, Foden dans l'axe, Bernardo demi-espace droit et Mahrez couloir droit, mais pas beaucoup plus que ça, et la prise de risque surtout est limitée. C'est encore pire quand un des 5 touche le ballon, et ici en l'occurrence Cancelo, on n'a plus que 4 joueurs de City qui sont devant le ballon contre 9 pour Paris, et à part justement quelques renversements de jeu à l'aile opposée, comme cette situation, on pourrait imaginer une transversale pour Mahrez qui pourrait débloquer quelque chose, c'est justement ces renversements de jeu à l'aile opposée, souvent à l'initiative de Cancelo, qui ont permis de créer du danger. Ici, c'est via Bernardo Silva, mais globalement, cette approche prudente a réduit les moments tranchants, et c'était peut-être encore plus frappant sur la phase sans ballon, où là le PSG a su profiter d'un pressing de Manchester City qui était pas assez résolu, pas assez engagé. On l'a vu ici par exemple, Florenzi résiste à un grand pont de Foden et récupère dans une position basse et excentrée, pas toujours très enviable, une situation qui peut être assez compliquée à gérer, mais grâce à un jeu combiné avec Di Maria et Gay et une contre-pression qui n'est pas très véhémente de Man City, Paris s'en sort bien, peut sortir de cette zone. En bout d'action, Neymar ira provoquer une faute au milieu de terrain. On le voit à nouveau ici avec un des gestes qui m'a le plus marqué sur ces 45 premières minutes. Face à une pression réduite, Paredes a le temps de charger 7 transversales coup de fusil qui trouve Florenzi seul et face au jeu. Et du coup, certes, l'approche prudente de Man City a limité le nombre de transitions électriques qu'ils ont concédées, sans doute ce qu'ils craignaient le plus après avoir vu les matchs contre le Barça et le Bayern. Contrairement à ces rencontres, effectivement, on a très peu vu Neymar lancer Mbappé dans la profondeur, dans le dos d'une défense très haute, ou inversement d'ailleurs, Mbappé pour Neymar, à part ici peut-être, à part en tout début de match, au bout de 2 minutes. Et c'est justement peut-être cette situation qui a effrayé Man City, qui les a conduits à cette approche un peu timorée, mais le résultat est presque pire, c'est qu'en résistant à la pression, Paris s'installe dans le camp de Manchester City progressivement et il met en place ses propres séquences, dont certaines qui auraient pu faire mouche, à l'image de cet échange entre Neymar et Verratti qui réussissent à se trouver en pleine surface, à l'image de cette incursion de Florenzi aussi qui peut profiter à Neymar. City est sauvé par un super retour de Riyad Mahrez mais a eu très chaud. Et tout ça, donc, ça forme la base de cette première mi-temps réussie. Un Manchester City moins fidèle à ses principes qu'à l'accoutumée, moins résolu dans ses intentions initiales, pas tout à fait respectant la volonté de Pep Guardiola en conférence de presse d'avant-match, et un PSG qui peut faire plus que contrer à haute vitesse, notamment grâce à des moments de qualité individuelle véritablement hors pair.
Mais alors du coup la vraie question c'est comment est-ce qu'on passe de cette première mi-temps remportée 1-0, le but sur corner de Marquinhos est dominé, à ce second acte qui est un véritable naufrage, pas seulement au niveau du score, le PSG perd finalement cette rencontre et perd la seconde mi-temps 2-0, mais les stats aussi sont éloquentes, il y a 9 tirs en première mi-temps pour Paris, un seul en seconde, 45% du ballon en première, 35 seulement de possession en seconde. Alors qu'est-ce qui a changé? Pas mal de choses, et on va dire que toutes n'ont pas vocation à éclairer la transformation de cette partie, notamment au niveau du score, les 2 buts interviennent sur des phases qui sont assez peu reproductibles, assez peu contrôlables et difficiles à maîtriser pour le Paris Saint-Germain, donc ça... Voilà, on va en reparler, mais c'est peut-être pas les éléments les plus importants pour illuminer la mutation de cette seconde période. Ce qu'il est davantage, en revanche, c'est l'approche de Manchester City sans ballon, qui change véritablement. Alors, c'est pas non plus du tout au tout, on passe pas d'un bloc bas campé sur ses 20 mètres à un pressing tout-terrain, mais il y a des ajustements sur le positionnement de certains joueurs et peut-être sur le niveau de mentalité, la tendance à aller chasser les porteurs et peut-être un petit peu moins craintif de laisser de l'espace dans son dos sur ces phases de pression. Je pense qu'il y a plusieurs exemples qui l'illustrent directement au retour des vestiaires et ça peut mettre sur la piste d'un discours prononcé à la mi-temps ou en tout cas d'une adaptation mentale faite à la mi-temps. Dès le retour des vestiaires, entre la 45e et la 55e minute, on voit au moins 3 ou 4 phases de pression très haute et très réussies qui poussent Paris à relancer plein axe et City peut recycler, enchaîner sur un second temps de possession. La présence qu'on voit ici sur cette touche, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas non plus en première et même si à ce stade du match, Paris a encore la ressource physique, a encore de la ressource physique à convertir en qualité technique à la relance. Il faut finalement trop d'exploits pour s'en sortir depuis ces zones et Verratti est finalement pris par Rodri. Derrière, nouveau City s'installe dans le camp du PSG. Là, on a une prise à 2, Rodri-Foden sur Verratti. Cancelo qui sort très haut sur Di Maria là. Les récupérations hautes s'enchaînent et cet investissement dans la moitié terrain parisienne, il est doublement récompensé puisqu'on passe de situation à 5 contre 9 en première à des coups en quasi-égalité numérique, en 7 contre 8 comme ici. Ça change beaucoup de choses. Alors après, ça a surtout limité la production parisienne, je pense qu'on peut insister principalement là-dessus, comme on l'a dit, on passe de 9 tirs en première période à 1 seulement en seconde, de 45% de possession à 35, ça a surtout limité la production parisienne, mais le volume d'occasions générées par City n'a pas été énorme non plus, et il y a sans doute dans ce renversement de situation un peu de manque de réussite, à l'image des 2 buts encaissés d'ailleurs, ce centre-tir non repris, ce coup franc qui traverse le mur, voilà, tout ça je pense que ça peut tempérer l'idée d'un naufrage, qui était loin d'être absolu, et qui était loin de résulter d'une domination écrasante de Manchester City avec ballon, sans c'est autre chose, mais avec pas tout à fait. Donc ça c'est un point. En revanche pour terminer, quelque chose qui a participé on va dire de ce processus cumulatif qui a conduit in fine au renversement de situation, quelque chose que je voudrais souligner c'est sans doute la différence assez forte sur la réaction émotionnelle des deux équipes. La gestion de l'intensité émotionnelle pour les deux équipes a été vraiment loin d'être égale. D'un côté on a un PSG, et c'est pas la première fois qu'on le voit d'ailleurs, un PSG où, dès qu'il y a un moment de frustration, le but de l'égalisation, une période avec un petit peu moins de souveraineté avec ballon, dès qu'il y a cette période, ça peut monter très très vite dans les tours sur la réponse émotionnelle, le dégagement de Paredes par exemple qui prend un carton jaune bête, plusieurs moments de frustration, voilà, d'agacement, qui me semblent pas tout à fait égaux à ceux de Manchester City, qui a su répliquer de la meilleure des manières, qui, comme contre Dortmund d'ailleurs, Dortmund après une mi-temps au match retour où ils étaient à 45 minutes de l'élimination, là à nouveau ils sont menés à la pause et ils reviennent en étant très confiants de leur qualité, très sûrs de leur force et capables de réimprimer beaucoup de contrôle sur cette partie. Et bien sûr c'est plus facile de maîtriser tes émotions quand tu dilapides pas ton capital physique, d'ailleurs je pense que ça c'est une donnée majeure à mettre dans l'analyse du match, l'épuisement du Paris Saint-Germain sur cette seconde période où il a couru après le ballon, ça a conduit à tout un tas de réactions sous-optimales, donc ça c'est sûr, quand tu passes pas la partie à chasser le ballon et à dilapider ton capital physique, ta réaction émotionnelle a plus de chances d'être proportionnée et justement proportionnée à la situation. C'est plus facile pour Manchester City à 11 contre 10 aussi sur cette réaction émotionnelle, mais quand même c'est un point majeur à noter quand on essaie de décrypter ce match, et il est peut-être aussi à mettre dans la colonne des avantages du football de possession qui mécaniquement limite le degré de frustration et donc de réaction sous-optimale. Alors du coup la suite, c'est vrai qu'après tout on n'est qu'à mi-parcours de cette demi-finale, il reste encore la manche la plus importante à disputer, encore 90 minutes de football à minima pour voir le PSG se qualifier. Vont-ils le faire ? C'est dur à dire, d'un côté c'est vrai que Manchester City n'a pas généré un volume d'occasion phénoménal, ils n'ont pas totalement écrasé ce rapport de force et ils marquent sur 2 situations qui sont plutôt non reproductibles, on va dire les choses comme ça. De l'autre, ce PSG doit marquer au moins 2 fois à l'Etihad et devra sans doute être plus protagoniste que ce qu'on a vu pour l'instant en Ligue des Champions,
en sont-ils capables? Disons que si on est optimiste, on peut voir 7 défaites au Parc des Princes et se dire que de toute manière sur cette campagne de Ligue des Champions, c'est jamais vraiment à domicile que le PSG a fait la différence. C'est toujours sur les matchs à l'extérieur, contre le Barça, contre le Bayern. C'est toujours sur ces matchs à l'extérieur qu'ils ont acquis leur avantage. Donc ça c'est une chose, et puis ensuite on connaît la force de réaction de ce PSG qui est toujours plutôt bon lorsque placé dos au mur, qui est plutôt un bon challenger, en tout cas qui apprécie ce costume. Ça peut donner du baume au cœur. En revanche, si on est plutôt de nature pessimiste, on peut regarder les affrontements historiques, on peut regarder les équipes qui ont perdu le match aller 2-1 à domicile. Il y a seulement 6% de qualifiés. Alors cette statistique n'a pas nécessairement vocation à éclairer ce match précisément, cet affrontement PSG-Manchester City en demi-finale de Ligue des Champions en 2021, c'est juste l'histoire. On va dire que les performances passées n'ont pas vocation à éclairer les performances futures, mais ça souligne quand même la nature de l'exploit que ce serait d'aller éliminer City sur sa pelouse dans quelques jours. Donc on en parlera bien sûr lundi, on fera une preview détaillée de ce match et de Chelsea-Real Madrid évidemment. En attendant, on passe au top et j'ai mis d'abord Riyad Mahrez, alors pas que pour son but qui est en gros un coup franc raté soyons honnêtes, mais surtout pour sa qualité de percussion en seconde et sa production générale. Il y a 3 dribbles réussis sur 3 tentés selon WhoScored, il n'y a que Di Maria qui en a plus, 3 tirs sur les 11 de Man City aussi. Il y a également ce retour défensif sur Neymar en première dont on a parlé et c'est une illustration saillante de son investissement défensif, 3 tacles réussis sur 3 tentés, une interception, n'a jamais été dribblé. Plutôt un gros match pour Riyad Mahrez. Kevin De Bruyne ensuite, il y a cette reprise de volée retournée à l'heure de jeu, il y a son but quelques minutes plus tard, mais surtout un investissement physique que j'ai trouvé accentué en seconde période. Il est monté en régime sur le plan physique, c'est vraiment un buffle inépuisable, un tank, comme on en parlait il y a quelques jours. Donc plutôt un bon Kevin De Bruyne. Et puis enfin, on aurait pu citer plusieurs joueurs, mais celui qui m'a le plus sauté aux yeux sur sa pure qualité individuelle, c'est quand même Angel Di Maria. Et il y a des remontées de balles assez extraordinaires, il y a de la résistance à la pression, de la percussion sur cette situation par exemple où il s'infiltre entre Foden et Cancelo. Voilà, tous ces moments assez extraordinaires auraient dû être couronnés de plus de réussite si le PSG remporte ce match. Je pense qu'il est top 1, il a vraiment été assez phénoménal. Donc ça c'est pour mes tops. Les flops ensuite, Idrissa Gueye, dommage parce que sa première période est très bonne aussi sur la résistance à la pression, mais il y a cette faute stupide qui efface quasiment tout le reste. Il fait aussi la faute d'ailleurs qui donne le coup franc de Mahrez sur le 2-1, même si la responsabilité est peut-être un peu partagée sur cette situation, mais voilà, dommage, une seconde période pas à la hauteur. Ensuite, Mbappé qui n'a touché que 30 ballons ce soir, 0 tir, la première fois de son histoire en Ligue des Champions qu'il ne tire pas sur un match. Est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir vu la physionomie, vu le plan de jeu? Il était peut-être blessé aussi. Voilà, c'est pas nécessairement évident de le mettre ici parce qu'effectivement, il a touché très peu de ballons, il a été très peu en vue, mais en même temps, le plan du Paris Saint-Germain repose sur le fait qu'il reste haut sur les phases de transition et sur les phases de relance. Il faut surtout pas qu'il décroche et qu'il participe à la construction parce qu'il incarne la menace première de ce PSG. Tout le plan de jeu repose autour du fait qu'il reste haut et que du coup, il participe assez peu à la construction. Donc, s'il n'est pas servi, c'est plus difficile pour lui d'exister. C'est sûr, en revanche, de mon point de vue, il mérite quand même sa place dans les flops parce qu'il y a une situation dont on a peu reparlé, qu'on a un petit peu oublié, c'est celle-ci où Verratti lui met un super ballon par-dessus la défense et où il rate son contrôle, ce qui lui permet pas d'enchaîner. Il mettra en retrait sur Bakker qui déclenchera un bon tir, mais ça reste une approximation technique cruciale qui aurait pu tout changer. Et si Paris met le but du 2-0 ici, au bout d'une demi-heure à peine, il y a des chances que la physionomie soit différente. Et voilà, c'est dur d'être très très véhément sur une action en particulier, mais de mon point de vue, elle fait quand même partie de celle que Mbappé doit convertir. Et puis au retour des vestiaires, même sur ses incursions, elle a été plutôt bien stoppée, repris par Walker, comme ici, Walker qui n'a pas vraiment réussi à dominer. Donc Mbappé, on aurait pu parler de Cancelo, on aurait pu parler aussi de Paredes. Après tout, c'est sa relance ratée qui offre une des plus belles occasions à City en première. Il est un des principaux coupables à chaque fois, mais à nouveau ici, il est un des principaux coupables de cette intensité émotionnelle mal maîtrisée par le PSG aussi, à l'image de son dégagement de frustration qui lui vaut jaune sur le coup franc converti quelques secondes plus tard par Mahrez, dans ce coup franc d'ailleurs, dans lequel il a été un morceau de mur défaillant, ce qui est assez ironique ou inconvenant quand on s'appelle Paredes, mais c'est peut-être pas suffisant pour le mettre dans mes flops. Là je mettrais plutôt Mauricio Pochettino, dont le manque de réaction s'est fait sentir. Son équipe est très mal sur la seconde période, il n'y a pas vraiment d'ajustement tactique, il n'y a pas vraiment de changement, et la seule sortie, la première sortie, celle de Di Maria, c'était potentiellement le meilleur joueur de la partie du côté du PSG. Alors peut-être que sur son capital physique, il y a des choses qui ont été notées par Pochettino, en tout cas, vraisemblablement il a plutôt perdu le rapport de force avec Guardiola hier soir.
Donc voilà en gros pour l'analyse, un match assez étrange fondamentalement, assez hétérogène d'une mi-temps à l'autre, et puis aussi avec un vrai déséquilibre entre la qualité qu'on a pu observer sur certaines situations, notamment au niveau individuel, sur la relance, et puis ces 3 buts qui sont un peu, qui reflètent pas particulièrement bien la qualité de ce match, j'ai trouvé. Je pense qu'on peut dire les choses comme ça. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Si vous voulez pas rater la prochaine, et ce sera l'épisode de retour, le 17e épisode de retour, qui sort dans 48 heures à peine, un petit peu moins, qui sort samedi 10h. Si vous voulez pas rater ça, vous pouvez vous abonner à la chaîne, et puis ensuite on se retrouvera la semaine prochaine pour parler de cette seconde semaine de Ligue des Champions, pour parler de tous les matchs retour. On se retrouve pour tout ça. D'ici là, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une très bonne journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous et de vos proches, et on se dit à bientôt. Bisous.